Bonjour, on va donc découvrir ici la fonction exponentielle, mais avant de commencer, je tiens tout d'abord à remercier le sponsor de cette séquence, le sponsor qui est donc la société Ath-Conta, qui est une société de comptabilité, de fiscalité, située dans la ville de Ath en Belgique, pas loin de la frontière française. Donc je remercie le patron de cette société, M. David Martineau, qui soutient le projet Clipédia depuis maintenant de longs mois. Voilà. Alors, pour introduire la fonction exponentielle, j'aimerais te faire observer un phénomène qui suit ce qu'on appelle une évolution exponentielle. Et le phénomène que j'ai choisi ici, c'est le phénomène de division cellulaire qu'on va observer ici avec des bactéries. Alors, il y avait ici initialement une seule bactérie, et puis cette bactérie s'est divisée au bout d'un certain temps, qu'on appelle le temps de génération. Elle s'est divisée en deux, c'est ce qu'on appelle le processus de fission binaire. Alors, cette fission dure un certain temps, comme je le disais, c'est le temps de génération. Ce temps est compris typiquement entre un quart d'heure et quelques heures. Donc, je vais te montrer ici ce processus qui a lieu en continu. Une fois qu'une bactérie est créée, eh bien, elle va se diviser en un temps de génération. Voilà, ce temps est relativement long, donc je vais forcément ici te présenter ça en accéléré, voilà, ça commence. Chacune des bactéries, après avoir été générée, eh bien, se divise en deux. Et on voit que la population de bactéries augmente de manière un petit peu vertigineuse. On se demande quand ça va s'arrêter, si ça ne va pas envahir le monde entier. Voilà, c'est ce qu'on appelle donc une évolution exponentielle. Alors voilà, je vais la détailler un petit peu, cette évolution exponentielle, mais malgré tout assez simple. Voilà, je vais représenter le temps ici avec l'axe X. Voilà, ici on a une bactérie donc au temps 0. Alors le temps est donné en unités ici. Une unité, c'est tout simplement le temps de génération. Donc le 1 ici correspond au temps de génération, qui peut être de l'ordre du quart d'heure ou de l'heure, c'est pas très important. Voilà, donc au bout d'un temps de génération, eh bien, cette cellule se sera divisée en deux. Il y aura donc deux cellules à la première génération. Alors voilà, je vais représenter le nombre de cellules, le nombre de bactéries qu'on obtient en fonction de la génération à laquelle on se trouve, donc en fonction du temps en quelque sorte. Ici, ce sera la première génération. Maintenant, je suis à la génération 0, je n'ai qu'une bactérie, voilà le 1 qui est ici. Alors voilà, je vais maintenant mettre le temps en route. Quand je vais passer à 1 ici, un temps de génération, eh bien cette cellule va se diviser en deux, bien entendu, j'en obtiendrai donc 2. Et donc, les bactéries de première génération sont donc bien au nombre de 2. Je vais ensuite passer à la deuxième génération. Ces deux bactéries vont toutes les deux se diviser en deux. J'aurai donc 2 fois 2 bactéries, c'est-à-dire 4. Et donc à la deuxième génération, le nombre de bactéries est de 4. Et ainsi de suite, tu as compris, je peux maintenant encore faire x2 pour la troisième génération. J'arriverai à 8. Le nombre de bactéries à la troisième génération est de 8. Et à la quatrième génération, bien entendu, j'en aurai 8 x 2, c'est-à-dire 16. Voilà, 16 le point qui est là. Alors pour visualiser cette évolution qu'on appelle exponentielle, eh bien je vais relier ces points. Voilà, ceci, c'est ce qu'on appelle une évolution exponentielle. Alors bien sûr, les pointillés ici t'indiquent que ça continue. Tu as compris qu'on multiplie chaque fois par 2. De 16, je vais passer à 32, de 32 à 64, etc. etc. Voilà, alors c'est donc ici un ensemble de valeurs qui sont en fait des puissances de 2. Dans le 4 ici on reconnaît le 2 exposant 2, dans le 8 on reconnaît 2 exposant 3 bien entendu, et ici eh bien, on a 2 exposant 4. Alors je peux même aller vers le bas ici, le 2 qui est là, mais je peux bien sûr le voir comme un 2 exposant 1. Et le 1, je peux même le voir comme un 2 exposant 0. On sait que tout nombre exposant 0, ça fait 1. Voilà. Et donc on reconnaît dans ce graphe ici, bien sûr, le graphe de la fonction 2 exposant x. Alors, en représentant cette fonction de cette manière avec un graphe continu, je suppose que x est une variable continue. Alors ce n'est pas le cas dans cette description-ci, c'est une variable discrète, je passe de génération en génération, x est un entier, mais on peut très bien imaginer une grandeur
dans cette population de bactéries qui évoluerait de manière exponentielle, de façon continue. Par exemple, la taille du groupe de bactéries qui sont en train de se diviser là, cette taille va évoluer de manière exponentielle. C'est ce que je vais représenter ici. X maintenant représente tout simplement la taille du groupe ici, qui augmente bien sûr de manière analogue à cette fonction ici, ce graphe de la fonction de exposant x. Voilà. Alors, voilà, maintenant ce que je te propose de faire ici, pour avoir une idée de ce que représente cette évolution, c'est de calculer la surface qu'occuperaient ces bactéries si on les laissait comme ça se multiplier pendant une journée entière, 24 heures. Je te laisse un petit peu imaginer ce que ça pourrait être, donc tu les imagines se multiplier comme ça pendant 24 heures, sachant que le temps de génération est de l'ordre du quart d'heure. Essaye de t'imaginer, voilà, donne-toi une image de ce que ça peut être. Quelle surface penses-tu que ces bactéries vont recouvrir, sachant qu'une bactérie c'est tout petit. Voilà, donc tu as une idée, on va voir si l'idée que tu as correspond bien à la réalité. Pour illustrer ça, je vais prendre la bactérie Escherichia coli, qui est une bactérie bien connue. Tous les mammifères sont porteurs de cette bactérie, nous en particulier. Voilà, alors il y a le signe danger biologique ici, parce que certaines souches de cette bactérie sont pathogènes, elles peuvent provoquer de gros problèmes digestifs. Voilà, alors on ne va pas rentrer dans les détails, ce qui m'intéresse ici c'est la surface qu'occupe cette bactérie, et pour ça je dois en voir les dimensions. Un Escherichia coli, ça fait à peu près 2 microns de long sur 0,5 microns de large. Ça veut dire que sa surface fera 0,5 fois 2 microns carrés, c'est-à-dire 1 micron carré. Voilà, alors 1 micron c'est tout petit, c'est 1/1000e de mètre, c'est 10-6 mètres. Ça veut dire que 1 micron carré, c'est 10-6 fois 10-6 mètres carrés. Ça va donc me donner 10 exposant -12 mètres carrés. 1/1000e, 2/1000e de mètre carré, c'est tout petit, c'est invisible à l'œil nu, c'est aussi invisible au microscope optique. On ne peut pas observer des objets aussi petits au microscope optique. Il faut, pour avoir cette représentation ici, un microscope électronique. Voilà, c'est donc tout petit, et je vais m'intéresser donc à la surface qu'occupent ces bactéries au bout de 24 heures de multiplication par fission binaire, comme on vient de le voir. Alors, pour avoir le nombre de bactéries obtenues comme ceci, il me faut donc le nombre de temps de génération qu'il y a eu, le nombre de générations créées. Ça va être donné par 24 heures divisé par le temps de génération que je prends ici comme étant 16 minutes. 16 minutes, ce sont des conditions optimales qui permettent d'obtenir ceci. Bonne température, bonnes conditions de nutrition ici de la bactérie. Ça donnera un temps de l'ordre de 16 minutes. Alors 16 minutes, je te rappelle, c'est le temps pour générer 2 bactéries à partir d'une. C'est le temps de génération. Voilà. Alors, voilà. Donc, pour avoir la génération à laquelle j'arrive au bout de 24 heures, il me suffit de prendre 24 heures et de le diviser par 16. Alors, 24 heures en minutes, c'est 24 fois 60. Le tout divisé par 16, ça me donne 90. 90 pour les Français. Alors, voilà. 90, c'est la génération à laquelle j'arrive. Ce sera ici pour 1, j'en ai 2, pour la première génération j'en ai 2, pour la deuxième j'en aurai 4, pour la troisième j'en aurai 8, et je dois aller comme ça jusqu'à 90. Alors j'aurai bien sûr 2 exposants, 90 bactéries créées donc après 24 heures. Alors 2 exposants 90, il faut pouvoir le calculer. Alors pour ça, il te faut bien sûr une calculette. Malheureusement, toutes les calculettes ne permettent pas de le faire aussi simplement que celle-ci, puisque celle-ci est munie d'une touche ici. On va voir ce que c'est dans 2 minutes. Tu vas commencer par taper le 2, bien sûr, tu vas obtenir le 2 ici, puis tu vas prendre cette touche-là, je vais l'agrandir ici, voilà. C'est x avec un carré à l'exposant ici. Le x, il représente la valeur que tu viens de taper, et si tu pousses sur cette touche, le carré va apparaître ici, et tu peux y entrer l'exposant de 2. Alors ici, on va rentrer 90, j'appuie sur le 9 et le 0, j'ai 2 exposants 90, j'exécute et j'obtiens le résultat qui est de 1, 24, 10 exposants 27, comme tu peux voir ici. Alors, c'est un nombre considérable, bien sûr. 27, c'est 3 fois 9. Exposant 9, 10 exposant 9, c'est 1 milliard. On a donc bien 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards de bactéries. Alors ça ne te parle peut-être pas encore vraiment, mais on va le faire parler.
en utilisant ce résultat pour calculer la surface totale. Petit s, c'est la surface d'une seule bactérie. Je vais multiplier cette surface par le nombre de bactéries qu'il y a, par 1,24 10 exposant 27, pour obtenir la surface totale de bactéries. Et j'obtiens donc 10-12 fois 1,24 10 exposant 27. 10 exposant 27 fois 10 exposant moins 12, ça fait 10 exposant 27 moins 12, c'est-à-dire 15. J'ai donc bien 1,25 10 exposant 15 mètres carrés, bien sûr. Alors voilà, ceci est une surface considérable. Hein, on va la comparer d'ailleurs à la surface de la Terre. La surface de la Terre, c'est 0,51 10 exposant 15 mètres. C'est moins de la moitié de ce nombre. Alors ici, pour simplifier, je vais considérer que c'est la moitié. Hein, donc la surface totale des bactéries générées en 24 heures, eh bien c'est la surface, c'est 2 fois la surface de la Terre. C'est tout simplement gigantesque, hein, c'est à peine imaginable. On est parti d'une surface de 1 micron carré, 10-12 mètres carrés, et on arrive à 1,24 10 exposant 15 mètres carrés. Voilà, ça te donne une idée de ce que c'est que la croissance exponentielle, l'évolution exponentielle. Voilà, alors on est à 2 fois la surface de la Terre ici, mais comme à chaque génération le nombre de bactéries double, à la génération précédente, à la 89e génération, ben j'en ai 2 fois moins que là. Hein, ça veut dire qu'à la 80e génération, eh bien, j'ai recouvert 1 fois la Terre. Hein, et la 80e génération, je l'ai à 24 heures moins 16 minutes. Hein, donc un quart d'heure avant 24 heures, je recouvre 1 fois la surface de la Terre. Je suis à 2 exposant 89 là. Et puis je fais encore x2 pour avoir la 90e génération, et à ce moment-là, je recouvre une 2e fois l'entièreté, la globalité de la surface terrestre. C'est ce que j'aurai après 24 heures. Donc voilà, on voit que cette croissance exponentielle est absolument vertigineuse. En 16 minutes, à peine plus qu'un quart d'heure, on a recouvert une 2e fois la surface de la Terre. C'est normal, puisque à 24 heures moins 16 minutes, si j'ai recouvert 1 fois la Terre, ben chacune des bactéries qui recouvrent la Terre va encore se doubler. En 16 minutes, elle se double. Et donc j'arrive bien à recouvrir 2 fois la surface de la Terre. Voilà, ça te donne une idée, donc je ne sais pas si ça correspond à l'image que tu avais quand je t'ai posé la question il y a 2-3 minutes. Probablement pas, j'imagine que c'est plus que ce que tu imaginais. La croissance exponentielle est quelque chose de très difficile à appréhender pour ça. On arrive à des ordres de grandeur qu'on peut à peine imaginer. Voilà, donc cette fonction qui n'a l'air de rien, la 2 exposant x, est une fonction absolument redoutable. Et ici on voit une 2e fonction exponentielle, celle-ci on peut l'appeler l'exponentielle de base 2, et ici on voit que dans la notation scientifique des nombres, on utilise aussi l'exponentielle de 10. C'est l'exponentielle de base 10 qu'on a là. Et comme on a vu que 2 exposant 90, c'était à peu près 10 exposant 27, c'est le 10 exposant 27 qu'on a là, ça c'est 2 exposant 90, on voit que 10 exposant 27, c'est à peu près 2 exposant 90, ça veut dire que la fonction 10 exposant x est encore beaucoup plus rapide que la fonction 2 exposant 90. Si les bactéries se divisent chaque fois en 10, c'est bien ça que ça veut dire, je multiplie chaque fois par 10 après chaque génération, je passe les générations successives, je multiplie chaque fois par 10. Si c'était le cas, il me faudrait à peine 27 générations pour remplir 2 fois la surface de la Terre. C'est-à-dire 27 fois 16 minutes, ça fait près 27 divisé par 4, pour un quart d'heure, on arrive à 6-7 heures pour remplir 2 fois la surface de la Terre. Voilà, cette fonction exponentielle de base 10 et de base 2, je vais les représenter maintenant ici. Voilà l'exponentielle de base 2 qu'on a déjà vu. L'exponentielle de base 10, je peux l'obtenir facilement ici. Je sais que pour 1, je vais obtenir 10 exposant 1, c'est-à-dire 10. C'est la fonction 10 exposant x, x vaut 1, tout ça est bien correct. Et 10 exposant 0, je le trouve là forcément. N'importe quel nombre exposant 0, c'est 1, le voilà. Et donc j'ai une idée ici de la façon dont la fonction 10 exposant x évolue. Alors pour se faire une idée plus précise de la façon dont la fonction exponentielle évolue, je te propose ici de calculer la dérivée de cette fonction. Alors,
calculer la dérivée de cette fonction. Je te laisse réfléchir, comment est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu as une formule pour faire ça? Tu vas voir que non, probablement pas. Tu n'as pas encore appris comment on peut dériver une telle fonction. Il n'y a pas de formule toute faite que tu connaisses. Donc ce que je vais faire ici, c'est tout simplement appliquer la définition de la dérivée pour calculer cette dérivée. La définition de la dérivée, c'est tout simple, tu la connais. f' de x, c'est f en x plus delta x, moins f en x, le tout sur delta x, et je fais ce calcul à la limite pour delta x tendant vers 0. Ça, c'est bien la définition de la dérivée de la fonction f. Alors je vais l'appliquer à la fonction 2 exposant x. Donc je remplace f en x plus delta x par 2 exposant x plus delta x. Et ici, moins f de x, ce sera moins 2 exposant x, bien sûr. La fonction f de x, c'est bien 2 exposant x. Donc f en x plus delta x, c'est bien la même fonction, mais avec comme argument x plus delta x. Voilà l'argument qui est passé de x à x plus delta x. Tu le vois. Donc voilà, ici tu as une forme que tu reconnais probablement, c'est de la forme a exposant b plus c, et a exposant b plus c, on peut toujours l'écrire comme étant a exposant b fois a exposant c. Voilà, c'est ce que je vais faire ici. Je vais décomposer ceci en deux facteurs, 2 exposant x fois 2 exposant delta x, voilà, qui est écrit. Et là je vois 2 exposant x en facteur commun, donc je peux le mettre en évidence. Je vais mettre des parenthèses avec un moins 1 ici, voilà, qui est fait. Et le 2 exposant x ici, il n'a rien à voir avec cette limite. Il ne va pas du tout dépendre de la valeur de delta x, et donc je peux forcément le mettre ici devant la limite. Et on voit que la dérivée de la fonction 2 exposant x, eh bien, elle sera proportionnelle à 2 exposant x, puisqu'on voit ici qu'on aura un nombre indépendant de x, on ne voit plus x ici dedans. Et donc, le calcul de cette dérivée revient à faire le calcul de ce nombre ici. Je sais que ce nombre viendra multiplier 2 exposant x. Alors voilà, comment calculer ce nombre? Là, on n'a pas tellement le choix. Ici, je ne peux plus rien simplifier. Voilà, je suis confronté au calcul de ce 2 exposant delta x moins 1 sur delta x. Alors ça, comme je le disais, il n'y a pas le choix. Il faut reprendre sa calculette. Et je vais le calculer donc pour des valeurs de delta x qui sont petites. Je ne peux pas le faire pour delta x égale à 0, ça n'a pas de sens. J'aurai 1 moins 1, 0 ici, 0 sur 0, on ne sait pas ce que ça vaut. Donc je dois prendre des valeurs de delta x petites. Je vais commencer avec 0, 1. Et si tu fais ça, si tu tapes sur ta calculette 2 exposant 0,1 moins 1 sur 0,1, tu vas tomber sur 0,718. Alors ce 0,718, on va pouvoir le changer ici. Si je fais tendre delta x vers 0, je dois considérer des valeurs plus petites que ça. Et tu vas voir que ça va changer légèrement. Ici, je vais passer de 1 dixième à 1 centième, voilà. 10 moins 2, maintenant pour le delta x. Si tu fais le calcul, tu obtiens 0,696. C'est proche de 0,7, c'est un peu plus petit. Mais voilà. Et maintenant, tu vas voir que si je diminue à 1 millième, plutôt qu'un centième, tu vas voir qu'il n'y a plus que ce dernier chiffre ici qui va changer. Je passe de 696 à 693. Et puis maintenant, si je passe à 1 dix millième, tu vois qu'il n'y a plus rien qui change. En fait, je devrais ici écrire les décimales suivantes pour voir un changement. Et on voit que plus loin je vais en décimales ici, donc plus delta x est petit, plus les décimales affectées ici sont lointaines. Et donc tu constates en fait que comme ça, on va tendre vers un nombre. C'est un processus qui converge ici vers un nombre qui vaut à peu près 0,693. Voilà, tu viens de voir, je viens de diminuer encore par 10 ici delta x, et je vois que j'ai ici toujours 0,693. Et donc on voit que le nombre que je recherche ici, c'est tout simplement 0,693. Voilà, alors je vais écrire la fonction dérivée ici avec ce facteur ici en premier. Voilà, c'est comme ça qu'on l'écrit en général, on met le facteur constant devant. La dérivée de 2 exposant x est proportionnelle à 2 exposant x. C'est ça la leçon à retenir. Ça veut dire que le taux de variation de la fonction exponentielle augmente de manière exponentielle également. Ce qui est assez intéressant à voir. C'est ce qui explique pourquoi le taux de variation est si grand. Rappelle-toi qu'on passe de 24 heures moins 16 minutes à 24 heures en créant un nombre de bactéries qui remplissent une surface complète de la Terre. Le taux de croissance devient gigantesque. C'est ce qu'on voit donc ici. Le taux de croissance lui-même évolue de manière exponentielle.
Voilà. Alors ce 0,693, on va l'interpréter tout simplement comme étant la pente de la fonction exponentielle de base 2 à l'origine. Effectivement, si je mets x égale à 0 ici, 2 exposant 0 c'est 1. Et je constate donc que la pente, qui est la signification de la dérivée, en 0, c'est 0,693. C'est ce que j'écris ici. Hein, ce 0,693, c'est tout simplement la pente de la fonction exponentielle de base 2 en l'origine. Alors je peux faire le même procédé ici pour l'exponentielle de base 10. Si je remplace 2 par 10 ici et que je fais le calcul que je viens de faire, que je fais ce calcul-ci pour delta x suffisamment petit, eh bien je vais tomber ici sur un nombre qui sera donc 2,303 que j'obtiendrai donc pour des valeurs de delta x suffisamment petites. Voilà, et je vois donc que la dérivée de la fonction exponentielle de base 10, c'est tout simplement 2,303 fois 10 exposant x. Et ça signifie donc que ce 2,3, c'est tout simplement la pente de la fonction exponentielle de base 10 en 0. X égale à 0, ça va bien me mettre ici 2,303. C'est la pente, donc, en l'origine, que je représente ici. C'est une pente plus élevée, elle vaut 2,303, celle-ci valait 0,696, effectivement. Celle-ci est une pente inférieure à 1, ça c'est une pente supérieure à 1. Voilà. Et maintenant, ce que je vais te proposer de faire, c'est d'imaginer un nombre, une autre base, une base qui serait comprise entre 2 et 10, qui te permettrait d'avoir ici une pente à l'origine qui soit unitaire, une pente à l'origine qui vaut 1. Ça semble être effectivement accessible. On voit que pour 2, j'ai une pente inférieure à 1, pour 10, j'ai une pente supérieure à 1, et donc on peut imaginer qu'en choisissant une autre base pour l'exponentielle ici, on puisse obtenir 1 comme pente à l'origine de la fonction exponentielle. Donc voilà, c'est le problème que je te propose maintenant de faire. Je vais imaginer ce nombre, je vais l'appeler E, tu comprendras dans quelques minutes pourquoi. Je l'appelle E, ce nombre, et je me pose la question de savoir s'il existe ce nombre E constituant la base d'une fonction exponentielle, tel que le nombre qu'on a ici vaut 1, c'est-à-dire la pente à l'origine vaut 1. Alors, voilà, on va donc voir ça. Est-ce qu'on peut répondre à cette question? La réponse est oui, tu peux l'imaginer. On va effectivement trouver ce nombre E qui donne ici cette limite égale à 1. Si c'est le cas, ça veut dire que j'ai bien 1 ici, et donc le 1, ça vaut rien, je peux tout simplement l'enlever ici, voilà. Ça veut dire que j'ai identifié une fonction, la fonction E de x, qui est égale à sa dérivée. La dérivée de la fonction E de x, c'est la fonction E de x. Ça, c'est quelque chose de très singulier, et tu verras que c'est extrêmement intéressant comme propriété. C'est ce qu'on va appeler donc la fonction exponentielle. Voilà, donc on y va, je vais vérifier si ceci existe. Voilà, je reporte le résultat que j'avais ici. On a la pente à l'origine de la fonction exponentielle de base 2, la pente à l'origine de la fonction exponentielle de base 10, et maintenant je me demande s'il existe une base E qui est telle que la pente à l'origine vaut 1, il n'y a plus rien ici. La dérivée est égale à la fonction elle-même. Voilà, on va voir ça. Donc, comment obtenir 1 ici? On va y aller par essai et erreur. Je vais commencer avec un nombre légèrement supérieur à 2. Puisque je vois que 2 produit ici une pente à l'origine qui est de 0,693. 10, c'est une pente qui vaut 2,3. Eh bien, je vais m'éloigner doucement de 2 ici pour tenter d'augmenter. Pour passer de 0,693 à quelque chose de plus grand, je vais choisir une base plus grande. Ce résultat semble indiquer ceci en tout cas. Voilà, 2,5, qu'est-ce que ça va donner? Alors là, ce que je vais faire, c'est prendre 2,5, remplacer E ici par 2,5, et prendre une valeur de delta x suffisamment petite. Je vais prendre delta x égale 10 moins 4. Et si tu fais ça, tu verras, si tu prends 2,5 exposant 10 moins 4, moins 1, le tout divisé par 10 moins 4, tu fais ça vite sur ta calculette, tu peux arrêter la vidéo un instant pour le faire si tu veux. Voilà, si tu l'as fait, tu vas obtenir 0,916. Alors 0,916, effectivement, je me rapproche de 1. Ceci va bien représenter la pente à l'origine, c'est le coefficient qui est ici devant. Je veux avoir 1, et je me suis bien effectivement rapproché de 1. En passant de 2 à 2,5,
le nombre qui est ici est passé de 0,693 à 0,916. Donc je suis encouragé, je peux continuer à augmenter un petit peu, c'est pas suffisant, hein, j'essaie de me rapprocher de 1, et je vais donc passer à 3. Si j'essaye 3, je vais obtenir ici 1,098. 1,098, ah, j'ai dépassé 1, c'est déjà trop, je sais que je vais devoir diminuer. Je vais devoir diminuer, pour diminuer, entre 2,5 et 3, je vais prendre 2,7. Et si j'ai 2,7, je refais le calcul, 2,7 exposant 10-4 moins 1, le tout divisé par 10-4, j'obtiens 0,993, je me suis bien rapproché de 1, mais je suis légèrement trop petit. Et donc ce que je te propose maintenant, hein, c'est de faire 2,72. Et si je fais 2,72, je vais vraiment me rapprocher de 1. À 1 millième ici, je suis à 1 millième près. Voilà, et tu peux continuer comme ça, hein, tu peux continuer ce petit jeu comme ça, tu peux t'amuser à faire ça toi-même si tu veux, et tu verras que si tu tapes tous ces nombres-là, tu vas rejeter ici hein, le premier nombre non nul à la 5e décimale. Ce nombre non nul ici, on le trouve à la 5e décimale. Et si tu continues comme ça, ce petit jeu, eh bien, tu peux rejeter ici les zéros bien plus loin encore. Et donc voilà, on a prouvé comme ça que ce nombre E existe bien. Alors cette manière de le calculer ici est un petit peu boiteuse, hein, tu es d'accord, il faut procéder par essai-erreur, c'est pas très élégant, hein, donc ce que je te propose de voir ici, c'est la séquence qui va suivre, hein, dans laquelle je te propose une méthode rigoureuse du calcul de E. Ah, mais voilà, en attendant, on a réussi à montrer hein, que ce nombre existe et qu'il vaut à peu près hein, ce qui est écrit ici. Voilà, donc je peux enlever mon point d'interrogation ici, j'ai bien prouvé qu'il existe une base hein, dont l'exponentielle de cette base E a pour dérivée l'exponentielle elle-même. Voilà, c'est une fonction très particulière, hein, je vais la représenter ici, alors je fais un zoom hein, près de l'origine ici, pour bien les voir. J'ai l'exponentielle de base 10, l'exponentielle de base E, l'exponentielle de base 2. On a une pente de 0,693 pour l'exponentielle de base 2, de 2,303 pour l'exponentielle de base 10, et de 1 pour l'exponentielle de x. Hein, l'exponentielle de base E, qu'on va appeler donc l'exponentielle de base naturelle, l'exponentielle naturelle tout simplement. Voilà, donc j'ai supprimé ici les deux autres exponentielles, on va pouvoir l'observer simplement. C'est une fonction donc dont le taux de variation est égal à la fonction elle-même. Donc si je prends la fonction en 1 ici, ben, la pente en l'origine, hein, E exposant 0 c'est 1, et la pente aussi, elle vaut 1, c'est ce qui est indiqué ici. Et ça, c'est vrai en tout point, et c'est assez remarquable. Hein, si je prends la valeur de x qui vaut 0,5, eh bien je suis bien sûr sur E exposant 0,5 ici, et ça, je sais que c'est la pente également. J'ai la valeur de la fonction, et la pente de cette fonction, eh bien c'est tout simplement E exposant 0,5 aussi. Ceci est valable pour tous les points de la fonction exponentielle. Voilà, donc je vais représenter ici la fonction exponentielle avec plus de valeurs ici. Hein, j'ai donc diminué l'unité ici, hein, pour qu'on voit l'exponentielle pour des plus grandes valeurs de la fonction, des plus grandes valeurs de x. La pente ici est toujours unitaire, hein, mais elle apparaît plus petite, elle apparaît plus petite que l'unité, parce que l'unité ici est plus petite que là. Ok, mais donc c'est bien une pente unitaire que j'ai ici. Voilà, alors la fonction là n'est pas encore complète bien sûr, hein. Je dois considérer les valeurs de x négatives, ce qui est forcément possible. Hein. Si je prends la valeur de x égale à moins 1 par exemple, ça sera E exposant moins 1. Alors tu sais que les exposants négatifs, ça représente des inverses, hein. E exposant moins 1 c'est 1 sur E, connaissant la valeur de E qui vaut à peu près 2,718, hein. C'est ce qu'on a calculé il y a quelques minutes. Voilà, tu peux calculer facilement ici 1 sur E qui vaut 0,368. Hein, c'est une valeur toute petite ici, hein, proche de l'axe, la voilà. Ici, je peux faire la même chose avec E exposant moins 2, et je trouve donc 1 sur E au carré, je mets ceci au carré, je fais l'inverse et j'obtiens 0,135. Je suis encore plus proche de l'axe, bien entendu. Ici, je vais converger très très vite vers 0. La fonction exponentielle diminue d'ailleurs aussi vite qu'elle n'augmente. Alors l'augmentation est bien sûr bien plus spectaculaire que la diminution, hein, mais puisque E exposant moins x représente l'inverse de E exposant x,
je peux bien dire qu'elle diminue aussi vite qu'elle n'augmente. Hein, c'est une manière de voir les choses. Voilà, je peux en tout cas compléter ici la fonction. Hein, l'allure de la fonction sera très simple. J'aurai un comportement asymptotique d'asymptote horizontale en 0, bien sûr, puisque e exposant moins l'infini, c'est 1 sur e exposant l'infini, c'est-à-dire 1 sur l'infini, c'est 0. Voilà, tu as compris ce comportement asymptotique, c'est une évidence. Attention, il n'y a pas de comportement asymptotique de l'autre côté, hein, puisqu'il faut aller à l'infini pour obtenir l'infini. Pour que e exposant x soit infini, ben, il faut que x soit infini, et donc je n'ai pas de comportement asymptotique ici. Voilà, bien sûr, j'ai que la dérivée de la fonction e exposant x, c'est la fonction e exposant x elle-même, c'est-à-dire que la pente en chaque point vaut la fonction elle-même. C'est donc ce qu'on appelle la fonction exponentielle. On l'appelle exponentielle, tu as compris pourquoi, hein, c'est parce que c'est un exposant qu'on a ici, et en latin, exposé se dit exponere. Voilà, mettre à l'exposant, e est mis à l'exposant x ici, voilà, ben ça implique donc cette mise à l'exposant, et on parle donc d'exponentielle. Voilà, voilà, c'est une fonction qu'on note également exp de x, exp de x comme ceci, c'est la fonction exponentielle. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Ben parce que quelquefois, le petit x qui est ici peut avoir des formes compliquées. Si on fait des calculs avec des symboles un petit peu lourds, hein, comme ceci, par exemple, il se pourrait que tu sois confronté un jour à un calcul où x doit être remplacé par cette expression-là. Ça veut dire que e exposant x ici, c'est e exposant toute cette fraction. Et le petit e qui est ici en dessous, on pourrait facilement l'oublier, hein, ça ne fait pas grande différence s'il est là ou pas. Et donc, c'est pas très commode comme notation, il faut reconnaître. Donc, on utilise cette notation-là. Exp de x. Le voilà. Voilà, ici tout est clair, hein, tu es d'accord. Ici, on voit bien que c'est e à l'exposant, et l'exposant est ici bien ce qui est entre les crochets, ici. C'est bien l'exposant de e qu'on retrouve ici. Voilà, c'est un détail, bien sûr. J'écris ici cette fonction comme étant une fonction, f de x. Hein, f de x, c'est e exposant x. Alors, si je fais ça, c'est pour bien attirer ton attention sur le fait que c'est une fonction exponentielle que j'ai. Ici, j'ai un nombre qui est conditionné par la valeur de x qui est ici. Alors, tu vois que x, c'est l'exposant de e qui te donne f. Et ça devrait te rappeler quelque chose. Hein, ça devrait te rappeler la notion de logarithme. Puisqu'on sait que le logarithme d'un nombre, c'est l'exposant de la base qui donne ce nombre, eh bien on voit que x ici est tout simplement le logarithme de f. Si je calcule le logarithme de f, hein, ça veut dire que je dois trouver le nombre qui, mis à l'exposant, hein, qui mis en exposant de e, me donne ce nombre. C'est bien la définition du logarithme. Hein, si tu n'es pas à l'aise avec ça, je t'invite bien sûr à aller voir la séquence consacrée à la fonction logarithme, hein, dans laquelle tout ceci est clairement expliqué. Donc ceci, quelque part, j'y retrouve la définition du logarithme x est le logarithme de f. Je répète, le logarithme d'un nombre, le logarithme de f, est l'exposant de la base. Hein, si je considère les logarithmes en base e, x est bien l'exposant de la base e qui va me donner f. X est donc bien le logarithme de f. Et tu vois ici que je note logarithme ln, logarithme népérien ou logarithme naturel. Hein, je n'écris plus logarithme en base e. E est un nombre tellement important qu'on a donné une notation particulière au logarithme en base e. Hein, c'est le logarithme naturel, le logarithme népérien également on dit. Hein, pour revoir tout ça, va voir la séquence consacrée à la fonction logarithme. Voilà. Ceci étant dit maintenant, je peux remplacer f de x par son expression, et on voit hein, que le logarithme de e exposant x, eh bien c'est x, ce qui montre bien hein, que le logarithme et l'exponentielle sont les fonctions réciproques l'une de l'autre. On voit que la fonction e exposant x, quelque part, est neutralisée par le logarithme, puisque quand je prends le logarithme de e exposant x, eh bien j'isole le x ici, je retrouve le x, j'ai la fonction identité. Voilà, j'ai donc ici bien deux fonctions qui sont réciproques l'une de l'autre. La fonction exponentielle est la réciproque de la fonction logarithme. Tout ça, hein, je l'ai déjà expliqué dans cette séquence sur le logarithme.
Voilà, et c'est bien ce logarithme qui va me permettre d'exprimer toutes les autres fonctions exponentielles. Si je reprends la fonction exponentielle de base 2 et que j'en cherche la valeur, et si je n'ai pas une calculette qui me permet de le calculer comme je te l'ai montré tout à l'heure, c'est souvent le cas, hein, sur beaucoup de calculettes, il n'y a pas cette fonction particulière, eh bien il faut se débrouiller. On va se débrouiller comment? Tout simplement en utilisant le logarithme, et en disant que 2, ben c'est e exposant le logarithme de 2. C'est une évidence. Hein, c'est la définition du logarithme. Le logarithme est l'exposant de la base qui donne le nombre dont je calcule le logarithme. Voilà, et donc je peux remplacer 2 par le logarithme de e exposant le logarithme de 2, pardon. Le tout est exposant x, mais l'exposant x, tu es d'accord ici, hein, que quand on a un nombre exposant quelque chose, encore exposant quelque chose, ben je peux faire le produit des exposants. Je peux donc supprimer ici les parenthèses et venir mettre x en exposant du logarithme de 2. Le logarithme de 2, tu peux le calculer avec ta calculette et tu verras que c'est 0,693. 0,693 qui est le nombre qu'on obtenait tout à l'heure pour la pente à l'origine. Hein, je vais l'expliquer ça dans quelques secondes. Je m'arrête d'abord à ceci. Hein, tu vois donc que l'exponentielle de base quelconque pourra toujours être exprimée en fonction de l'exponentielle naturelle à la fonction e exposant quelque chose. Et on voit ici que la seule différence, ben, c'est ce produit avec la constante 0,693 qu'on a rencontré tout à l'heure. Voilà, si j'avais ici la fonction exponentielle de base 10, eh bien, je pourrais dire que 10, c'est e exposant ln de 10, et tu retrouverais ici le logarithme népérien de 10. Hein, c'est le 2,303 qu'on avait tout à l'heure pour la pente à l'origine de la fonction exponentielle de base 10. Voilà. On peut comme ça également s'intéresser aux variations de cette fonction de exposant x, comme on l'a fait tout à l'heure, mais maintenant on aura un outil pour la calculer, puisque je vois que 2 exposant x', ben, ce sera tout simplement la dérivée de cette fonction-là. Voilà, je la remplace. Et là, ben, je peux facilement calculer ceci. Hein, je peux tout simplement utiliser la propriété fondamentale de l'exponentielle. L'exponentielle dérivée, ben, c'est l'exponentielle. Et ça, je peux l'utiliser ici. Alors, ce n'est plus l'exponentielle à proprement parler que j'ai, puisque j'ai ici, devant x, j'ai un facteur qui vaut 0,693. Mais ça, c'est pas bien compliqué. Hein, je peux considérer que ce 0,693 fois x, c'est une fonction de x. Je me retrouve devant une situation de fonction de fonction. La fonction exponentielle de la fonction u de x valant 0,693 fois x. Et comme ça, tu vois que je suis devant la dérivée d'une fonction de fonction, et ça, on connaît bien. On sait que la dérivée d'une fonction de fonction, la dérivée de f de u de x, c'est tout simplement u' de x fois f' en u de x. Voilà, je vais appliquer ça tout simplement. Alors u de x, ben, je l'ai dit, c'est cette fonction-là, c'est toute simple, c'est la fonction 0,693 fois x. Si je la dérive, eh bien, je trouve forcément 0,693. C'est le premier facteur que j'ai. Reste f' de u de x, ben, f' de u de x, f étant la fonction exponentielle. Hein, ici, c'est x que j'ai là, mais là, c'est u de x. Hein, je suis devant cette fonction-là, en réalité. Mais j'utilise la propriété qui est là, qui est f' de x. Et je vois que quand je fais la dérivée de cette fonction, j'ai la fonction elle-même. J'ai donc ici e exposant u de x, c'est-à-dire 693 fois x. 0,693 fois x. Voilà. Et comme ça, que ce qu'on vient de montrer là, ben, on vient de montrer hein, que la dérivée de l'exponentielle d'une constante fois x, ben, c'est cette constante fois la même fonction exponentielle. Hein, j'ai tout simplement remplacé 0,693 par a. Voilà, ça te montre d'une part qu'on peut calculer les fonctions elles-mêmes. La fonction exponentielle de base 2, je peux l'exprimer en fonction de l'exponentielle, de la fonction exponentielle e de e exposant x. Je peux en calculer les dérivées, voilà, et j'obtiens une règle ici hein, qui me permet de dériver la fonction e exposant ax. Ce sera a fois e exposant ax. Et ça, c'est intéressant. Hein, si j'écris ceci comme une fonction f, je vois que f' de x est égal à a fois f de x. Alors si j'écris ça, ben, c'est tout simplement parce que ça constitue ce qu'on appelle une équation différentielle. Une équation différentielle, ça permet de décrire donc des phénomènes physiques ou biologiques, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, certains systèmes obéissent à des équations qu'on appelle donc des équations différentielles. Et la solution de cette équation différentielle, eh bien on la voit, ce sera l'exponentielle. C'est ça l'intérêt de la fonction exponentielle, c'est qu'elle est solution de
d'équations différentielles. Ici, je n'en donne qu'un exemple, mais il y a une multitude d'exemples d'équations différentielles qui ont pour solution la solution exponentielle ou bien des combinaisons de fonctions exponentielles. Voilà, c'est ceci le message à retenir. La fonction exponentielle, elle a comme intérêt qu'elle est solution de modèles physiques qu'on appelle des équations différentielles. Ceci, c'est une équation d'évolution, c'est une grandeur physique dont la variation est proportionnelle à la grandeur elle-même. Et ça, on l'obtient dans une multitude de situations, telle que la situation qu'on a avec les bactéries. Ceci, par exemple, la taille de cette ou la surface de ce groupe de bactéries va obéir à cette équation avec le A ici qui vaut 0,693. Voilà, j'espère que je t'ai convaincu de l'importance de cette fonction exponentielle. On va la rencontrer à l'avenir de façon tout à fait universelle. Tu le verras, ça permettra de comprendre énormément de choses. Voilà, avant de te revoir pour une autre séquence, je te remercie pour ton attention et te dis donc à bientôt.